Vous écoutez une formation des GRCF. Dans le cycle sur l'Ukraine, les raisons de l'impasse actuelle, le fascisme et la fascisation aujourd'hui en France et en Europe, par Émeric Monville. Et merci beaucoup Manon, et c'est vraiment très, très sympa de faire référence à certains petits textes un peu d'occasion que j'ai pu écrire. Et c'est d'autant mieux que justement je voulais partir un petit peu de recherches précédentes, je voulais pas recommencer depuis le départ et faire un petit peu un bilan enfin, m'y référer pour faire un petit peu un bilan de comment je percevais l'évolution du fascisme en Europe, ne serait-ce que du fait que ça fait 15 ans que j'ai commencé à écrire et que mon premier livre portait sur un auteur de droite, de droite extrême, si ça a un sens de le qualifier comme ça, si c'est pas un peu anachronique, qui était Nietzsche. Puisque mon livre, enfin d'ailleurs portait pas réellement sur Nietzsche, mais portait sur il s'appelait Misère du Nietzschéisme de gauche, c'était publié aux éditions Aden, un éditeur qui n'existe plus guère, je crois, parce que je crois qu'il a eu de gros soucis. Donc Misère du Nietzschéisme de gauche. Et alors ce qui est justement, j'ai pas fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, j'ai pas fait un livre sur Nietzsche, et surtout pas pour dire qu'il fallait pas lire Nietzsche, ça c'était le contresens absolu. J'avais parlé de la réception de Nietzsche dans les milieux, disons, 68 arts, qui se servaient d'un certain Nietzsche, dans un sens anti-marxiste, mais à gauche. Euh, 15 ans après, je me rends compte à quel point ce livre est complètement démodé, au sens où ces gens-là n'existent plus. Les Nietzschéens de gauche, ça, à part peut-être Michel Onfray, effectivement. Et encore, il a vraiment lui-même changé beaucoup, il est devenu très à droite, en fait, tout simplement. Et toutes ces stratégies pour faire passer des auteurs de droite en contrebande, pour continuer l'anti-marxisme à gauche d'un point de vue strictement gauchiste, c'est quelque chose qui a existé, qui continue d'exister, qui continue d'avoir une certaine influence sur certains milieux, et c'est plus du tout majoritaire en France. Donc ça a beaucoup changé. Mais ça m'avait quand même passionné, y compris parce qu'après j'avais joint ça à ses propres, disons, interrogations, soucis personnels. J'avais lié ça à toute une recherche sur Nietzsche, sur qu'est-ce que c'est que le nietzschéisme, pourquoi ça a tant influencé l'extrême droite, pourquoi il y a une telle équivoque, un tel malentendu, pourquoi des gens essayaient de le récupérer, de l'absoudre, de dire qu'il avait strictement rien à voir avec ce qui s'est passé après lui. Et je publiais, je pense, les livres vraiment définitifs dessus. J'ai republié La destruction de la raison de Lukács, un très gros chapitre qui est consacré à Nietzsche, ainsi un livre de Wolfgang Harish, qui était un penseur de RDA, qui a eu pas mal d'ailleurs de difficultés en RDA avec on peut dire le régime. C'est un peu facile de dire le régime, enfin, en tout cas avec le SED, mais qui a refondé un parti communiste après la chute de la RDA. Quand même un type sympathique. Et son livre Nietzsche et ses frères était vraiment très bon. Mais je pense qu'avoir fait surtout le livre définitif qui était celui de Domenico Lo Surdo qui s'appelle Le rebelle aristocratique. Je dirais que c'est le livre définitif dans les 50 années qui viennent, hein. Je pense qu'on pourra pas. Enfin, il faudrait vraiment beaucoup bosser pour faire quelque chose de nouveau. Euh, bon, ce qui ça m'a particulièrement intéressé parce que je voyais l'aspect totalement plastique de l'idéologie fascisante. Euh, Bon, d'une manière, pour moi, c'était mon premier livre. Ce qui fait que d'une certaine manière, je devais avoir 25 ans, mais je réglais des comptes avec mes lectures de jeunesse quand j'avais 15 ans. Parce que quand on rentre en philo à 15 ans, il y a plusieurs solutions. Alors, c'est plus connoté évidemment de lire Nietzsche que Rousseau. Je connais beaucoup hein, qui ont eu la chance de commencer par Rousseau, par exemple. Et bon, comme c'est dans mon cas, comme je venais plutôt de la classe moyenne, la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est davantage vers Nietzsche que je me tournais. C'est davantage peut-être par une forme d'individualisme hein, qui est propre à cet âge. Et quand on n'a pas la chance de commencer à connaître l'expérience du collectif, et il y en a qui n'ont jamais cette chance dans leur vie, hein, qui restent tout seuls toute leur vie d'une certaine manière. Donc on le lit un petit peu comme un. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le lit un petit peu comme un livre de développement personnel en mieux écrit. Je suis éditeur, j'ai horreur des livres de développement personnel. Je trouve que c'est vraiment d'une nullité. Je pense que n'importe quel ouvrage de littérature à toutes les époques vous en apprend 10 fois plus sur vous que n'importe quoi. Je conseille pas du tout ce genre de bouquin. Mais effectivement, ce qui me frappait, c'est les conséquences extrêmes de la pensée de Nietzsche. Je pense que quand même à Stalingrad se sont affrontés les gens qui se descendaient de Marx, qui se réclamaient de Marx, et les gens qui se réclamaient de Nietzsche. Il faut quand même être clair.
mais l'aspect totalement anodin de la façon dont on peut le lire. Ce qui, d'une manière, doit laisser aussi indulgent qu'il y ait des gens qui passent par là quand ils sont très jeunes, et c'est pas sûr que les lectures soient faites à 100%, c'est pas du tout certain que... Alors, il y a plein de gens qui, par exemple, quand ils vont lire Nietzsche, excusez-moi, je m'étais un peu là-dessus, mais c'est pour en tirer quelques conséquences, vous verrez, pratiques, sur comment il faut aborder le fascisme aujourd'hui. Il y a plein de gens qui vont vous lire Nietzsche parce qu'ils vont vous sortir deux, trois aphorismes qui leur plaisent bien. Il y en a un qui est très connu, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Alors à la fois, je sais pas, c'est un peu méthode Coué, ça vous fait du bien, vous vous dites ça le matin, ça vous aide à vous lever du bon pied, etc. Euh, Pourquoi pas, ça mange absolument pas de pain. Alors, si on se met déjà à creuser quelque part, il y a un côté, déjà c'est complètement absurde, parce qu'effectivement si on vous supprime les deux bras et les deux jambes, ça vous tue peut-être pas, mais ça vous rend pas plus fort, c'est une évidence. Mais j'en tiens pas qu'à cette évidence, il y a un côté halluciné, mythologique, une sorte de négation de la souffrance humaine, et quelque part, si on veut le relier à la systématicité de la pensée de Nietzsche, ça rejoint son antichristianisme furibard, j'allais dire presque païen. C'est-à-dire ne même pas admettre ce qu'il y a d'humaniste et d'une certaine manière d'universel dans le christianisme, hein. Je ne vous demande pas de croire en Dieu pour admettre ça, mais c'est un fait par rapport à un progrès de l'humanité, cet humanisme-là. On ne va pas chercher Dieu in irbis et lapidus, comme on disait, dans les herbes et les pierres. D'une certaine manière, l'incarnation veut dire qu'on se tourne vers l'homme. Bon, et c'est ce refus de Nietzsche. C'est aussi sa grandeur en tant que penseur, ça il faut l'admettre. C'est-à-dire que d'avoir pensé qu'il n'y a pas 36 manières d'être réactionnaire, on n'est pas un peu ou à la moitié, on l'est complètement. Et donc lutter contre le socialisme, qui a été son projet, pour ce faire, il faut carrément remonter presque aux origines intellectuelles, y compris dans le christianisme. Donc, alors, effectivement, je fais le contraste entre, disons, ce que les gens retiennent, c'est-à-dire la lecture superficielle et lecture active, et en même temps creuser sa systématicité. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je dis à l'époque, ça a bien une vingtaine d'années, on est déjà sorti de ce contexte. Mais quelqu'un comme Derrida, qui était vraiment un des penseurs d'il y a 68, hein, d'une certaine manière, de la French Theory, comme on dit, disait clairement dans ses livres, Nietzsche a dit tout et son contraire. Et ça, d'une certaine manière, il fallait prouver que c'est à la fois vrai pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'aspects. C'est quelqu'un qui, dans la pensée, évolue très souvent. Mais il y a une systématicité, il y a un point commun, il y a un fil rouge, en fait, dans toute sa pensée, depuis son expérience très jeune de la Commune de Paris, son horreur devant la Commune de Paris, et le fait qu'il imagine que le Louvre avait brûlé, que toute la civilisation s'était effondrée, toute la culture à cause de la Commune de Paris. C'est sa vision du monde, même si c'était une fausse rumeur. Euh, Vous imaginez pas ce qu'on a dit après la chute de la colonne Vendôme, hein, par exemple. Et effectivement, c'est un penseur qui s'est complètement inscrit dans l'antisocialisme depuis le départ, et c'est le fil rouge, c'est le fil conducteur. Le reste, alors, je pense que c'est pour ça que le livre de Losurdo répond très très précisément euh, à ce qu'est le nietzschéisme, et en grande partie ce qu'est la pensée d'extrême droite. Euh, ce dont est capable la pensée d'extrême droite, parce que c'est le plus grand penseur des réactionnaires. Réactionnaire, c'est pas pour rien, c'est à la fois, si je peux me permettre l'expression, des conneries, des choses auxquelles on ne croit pas du tout, et en même temps c'est très très subtil dans les stratégies. Et je crois que je vais essayer mon exposé à la fois d'insister sur l'aspect éminemment irrationnel de la chose, et en même temps sur leur stratégie politique d'un machiavélisme échevelé. Et Nietzsche, si vous le suivez, je pense que c'est le saint patron vraiment de ça. C'est quelqu'un dont la stratégie politique change, je dirais pas heure par heure, mais peut-être plus que année après année. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, traque le socialisme, et de toutes les manières. Et ce qui explique en fait aussi pourquoi on a fait énormément de contresens, et ces contresens expliquaient pourquoi il était adoré en gros par certains gauchistes pour faire de l'antimarxisme facile. Ce qu'ils ne peuvent plus maintenant, parce que tout le dossier est là et on ne peut plus lui faire dire vraiment n'importe quoi. Mais par exemple, euh, vous connaissez cette stratégie, pour vous faire comprendre que les grands effets de structure, je pense que vous connaissez, c'est plus dans votre génération, parce que je sais que je m'adresse majoritairement à un public qui est plus jeune que moi. Je pense que ça c'est dans votre génération, vous avez vu l'extrême droite revendiquer la laïcité.
Ce qui fait très rire, hein, quand on voit que historiquement, il se réclame c'est la pensée contre-révolutionnaire, la plus bigote, etc. Bon, mais en même temps, ce tour de passe-passe-là, c'est déjà chez Nietzsche. Nietzsche écrit un livre qui s'appelle Le Gai Savoir, qui est dédié à Voltaire, et c'est son tournant pro-lumière. À un moment, Nietzsche se revendique des Lumières. Même si on peut dire qu'il fait partie des penseurs irrationalistes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pour lui, il défend même la nécessité que triomphe l'aspect pratique de la vie sur la pensée rationnelle, sur la vérité. L'important, c'est que la vie prime la vérité, d'une certaine manière, la lutte pour la vie. Hein. Mais il se revendique d'un certain aspect des Lumières parce qu'il a compris les aspects conservateurs de Voltaire, par exemple. Donc, il va transformer d'une certaine manière, mais un peu à raison, quand on pense à Voltaire, en disant que écraser l'infâme, c'est pas simplement le parti clérical. Écraser l'infâme, ça veut dire aussi écraser la plèbe. Et voilà comment il. Bon, ça, c'est sa période, c'est une période simplement. Après, il y en a une qui a été extrêmement mal interprétée. C'est quand c'est son tournant dit antisémite. Hein. J'ai pas, je bafouille beaucoup quand je parle, mais là j'ai fait exprès antisémite. C'est-à-dire que d'un seul coup, il était antisémite, enfin très proche, par exemple, du clan de Wagner, hein, très, très lié à Wagner. Et puis après, il y a une rupture avec Wagner. Et, euh, il y a des déclarations contre les antisémites. Hein. Il dit même je vais faire fusiller tous les antisémites. Il pense notamment à son beau-frère. Il y a tout ce conflit avec sa sœur. Tout le monde dit que c'est sa sœur qui l'a nazifié. C'est vrai que la sœur de Nietzsche reçoit le Führer à la maison de Nietzsche, lui offre les œuvres complètes de Nietzsche, etc. Il y a toute une. On sait que Hitler a envoyé comme cadeau à Mussolini les œuvres complètes de Nietzsche. Je ne sais plus à quel moment, quand Mussolini est très isolé, on est à la fin de la guerre. Donc, et on va vous dire, bon, cette récupération, c'est une vieille, comment dire, une vieille légende en fait, qui est de dire, enfin, c'est toujours, la plupart des gens y continuent à y croire, c'est, en gros, l'antisémitisme, c'est la faute de la sœur, c'est la sœur qui a gommé cet aspect anti-antisémite de Nietzsche. Bon, quand on regarde clairement dans les détails, j'allais dire, par jour jour, par heure par heure, mais au moins année après année, on se rend compte effectivement que ce qu'il prône en fait, c'est d'en finir avec Guillaume II, la politique de Guillaume II, qui est marquée encore par, effectivement, qui est très antisémite et qui est marquée aussi par la continuation de la sécurité sociale à la Bismarck. Alors lui, il est pour créer en fait une sorte de race supérieure au niveau européen, une race de maîtres, c'est-à-dire qu'en fait il dépasse pas le racisme en fait, d'une certaine manière, mais il va en finir, il pense que par des croisements entre des juifs et certains Junkers prussiens, on arriverait à une race de seigneurs pour dominer l'Europe. Donc, quelque part, on peut dire que c'est un précurseur de l'Europe actuelle, hein, une Europe de maître, hein, une Europe disons, non démocratique, ça, il en est un précurseur. Et on voit bien qu'il n'abandonne pas du tout l'aspect racialiste, il joue dessus, parce qu'en même temps, il se rend compte que lui, il est partisan en fait de la doctrine du père de Grimm II, qui est carrément pour imiter l'Angleterre victorienne en matière sociale, c'est-à-dire aucun aucun droit à la sécu, même pas. Enfin, Bismarck, on sait très bien, Guillaume II le faisait pour des raisons de pure tactique, hein, et aussi parce que bon, un État moderne ne peut pas se permettre d'avoir une population en mauvaise santé, enfin en trop mauvaise santé. Mais dont Nietzsche le faisait pour lui, effectivement, il fallait continuer à être dur, fort, complètement étranger à la pitié, en finir même avec ce qu'il y avait d'un tout petit peu progressiste dans le christianisme. Voilà. Donc voilà encore une stratégie. On se rend compte que quand Nietzsche est anti-antisémite, c'est pas pour ça qu'il abandonne le racisme, bien au contraire. Mais ce que j'en ai retenu de cette brève étude de Nietzsche et de la façon dont c'était mal compris, mal lu, c'est que, d'une certaine manière, parce que c'est irrationaliste, le fascisme, parce que ça, de toute façon, on s'affranchit complètement des critères de la preuve, de la vérité, de la réfutation. C'est assez difficile à saisir, c'est assez difficile à réfuter. Alors, quand même, les grandes systématiques, je crois qu'on gagne pour étudier le fascisme. Pardon, là, j'évoque pour l'instant les aspects un peu intellectuels de la chose, mais comme Manon l'a rappelé, là, en Ukraine, on voit bien où ça mène, c'est un aspect extrêmement, je vais dire presque pittoresque, mais en tout cas voyant.
sans embâche, sans plus aucune pudeur. On voit très très bien que ça revient de manière très très brute. Mais effectivement, je crois que une bonne manière de combattre, c'est de comprendre la systématicité dans l'historicité aussi de la chose. En quoi ça s'inscrit en fait dans euh, comment dire, ça s'inscrit aussi comme une lutte contre certains acquis, conquis de la pensée occidentale. Et vraiment, le livre que je conseille à tout le monde, je m'excuse, je renvoie à des livres que j'ai fait paraître, mais je crois que je l'ai pas fait paraître pour rien, je voulais absolument commencer par là. Je crois que c'est La destruction de la raison de Lukács, parce que, en fait, il remonte. C'est intéressant, en fait, de voir à quel moment l'irrationalisme pointe dans la philosophie occidentale. Et contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas toujours eu de l'irrationalisme. Il y a du non scientifique, évidemment, il y a du mythologique, il y a tout ce que vous voulez. Il y a le fait qu'on n'est pas dans la philosophie. On est dans le mythe, on est dans la croyance, dans la foi. Mais l'irrationalisme, c'est une, c'est une position, une prise de position particulière au sein de la philosophie. Et donc le sous-titre de son ouvrage, c'est De Schelling à Hitler. Bon, ce qu'il veut, c'est voir en quoi la philosophie allemande a contribué à aller, enfin, a pu, par certains mauvais côtés, aboutir jusqu'au fascisme. Euh, Là où l'ouvrage est effectivement excessif, c'est qu'il ne voit peut-être pas assez, enfin, il ne creuse pas assez les origines françaises du fascisme, les origines anglo-saxonnes. Euh, Ça, c'est peut-être son défaut, mais tout simplement parce que aussi c'est peut-être pas le sujet de Lukács, qui lui-même reste, de toute façon, quelqu'un très bien hongrois, mais extrêmement marqué par la culture allemande, hein, qu'il respecte au plus haut point. Mais bon, il parle aussi de ce qu'il connaît. Et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, à partir du moment où Schelling, hein, comme vous savez, qui était un ami de jeunesse de Hegel et qui est son précurseur philosophique, on peut dire, parce qu'il a commencé en fait son activité philosophique beaucoup plus tôt que Hegel. Il était ami avec le poète Hölderlin. Donc tous deux s'inscrivent dans l'idéalisme allemand, issu de Kant puis Fichte. Mais Schelling prône un accès aristocratique à la connaissance. Et pour lui, on n'a pas la même capacité à aller vers la vérité selon qu'on a une capacité aristocratique à le faire ou pas. Alors que pour Hegel, au contraire, non, il n'y a rien de plus démocratique que l'accès à la vérité qui se fait par l'étude scientifique. En fait. De toute façon, là, vous avez une rupture énorme qui commence en fait à arriver à ce moment-là. Et dans Schelling va s'engouffrer un certain romantisme de l'époque. Enfin, je parle de romantisme là, au sens bien précis, dans le sens politique qu'il a, au point de vue réactionnaire. Je ne parle pas de certaines réussites au plan artistique, hein, c'est pas mon sujet, mais ce qu'on appelait le romantique politique de l'époque est issu de ça, avec un accès en fait privilégié au savoir par je ne sais quel élan mystique. Ça commence comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Lukács pointe à partir de quel moment un philosophe rentre dans l'histoire de la philosophie sans avoir lu ses prédécesseurs, sans s'estimer contraint de devoir, par exemple, les lire pour les réfuter. Et en fait, ça commence avec Schopenhauer. Schopenhauer, c'est un critique de Hegel, mais qui s'affranchit de la nécessité de lire Hegel. À partir de Nietzsche, ça, ça explose. Nietzsche ne lit absolument pas les penseurs qu'il critique. Y compris même pour le socialisme, il en a une vision complètement mythologique, mythifiée. D'ailleurs, le gros problème, c'est que le débat, ce serait à la fois, avec Lukács, on tendrait plutôt à dévaloriser complètement comment dire, toute l'entreprise intellectuelle de Nietzsche, et avec le Sourdo, au contraire, on montrerait à quel point, machiavéliquement, c'est un génie politique. Je crois que les deux sont possibles, en fait, hein, mais simplement, bah, effectivement, ça arrive à cette époque. Il faut comprendre ce qui se passe dans l'histoire de la pensée. Un tournant aussi, c'est 1848. C'est 1848, c'est le prolétariat français, en juin 1848, apparaît sur la scène par les révoltes de juin. C'est-à-dire ça devient un acteur indépendant. C'est pas les sans-culottes liés à la bourgeoisie jacobine. On n'est pas, là, c'est vraiment le prolétariat apparaît comme force euh, devant l'histoire. Et donc là, la bourgeoisie se sent obligée de retirer l'échelle, devient positiviste. Elle dit bon bah, elle continue à être rationaliste comme elle l'avait été au XVIIIe siècle, mais elle confisque pour elle la nécessité de la raison. Certains sont détenteurs de la raison parce que ils ont telle ou telle formation et ils tiennent le peuple à l'écart. Ça aussi, c'est un jalon dans l'histoire de la pensée. Et justement, après, bon, bah, cette bourgeoisie va peu à peu s'affranchir même de la nécessité de recourir à la raison. Et ça va anticiper en un sens. C'est pour ça que Lukács, s'appuyant sur Lénine, dit Nietzsche va anticiper le stade impérialiste
du capitalisme. Le moment où justement, pour compenser la baisse tendancielle du taux de profit, je vous renvoie aux excellentes conférences d'Antoine Vatan, hein, qui montrent bien en quoi effectivement ce phénomène analysé par Marx, dont je rappelle qu'il n'est que tendanciel, hein, qui peut subir des contre-tendances, mais en quoi il joue à fond, et aujourd'hui il peut se constater de manière évidente dans la crise du capitalisme actuel. Bon, effectivement, face à cette montée de... cette montée de la baisse, excusez-moi, mais bon, en tout cas, ce caractère de plus en plus extrême de la loi de la baisse tendancielle du taux de profit, effectivement, la bourgeoisie tend de plus en plus à, à acquérir un stade de plus en plus irrationnel. Et effectivement, donc le stade d'impérialisme en est un. Les marxistes parlaient dans le classique du marxisme, vous avez Dimitrov, hein, qui parlait de dictature terroriste de la bourgeoisie pour qualifier l'évolution du fascisme, enfin une sorte de nouveau stade. Et c'est vrai que c'est un nouveau stade. C'est que ce qu'il faut comprendre aussi avec le fascisme tel qu'il est apparu stricto sensu avec Mussolini, vous n'êtes plus simplement dans la dictature du sabre et du goupillon du 19e siècle, ou tel que vous allez pouvoir le retrouver dans, je sais pas, certains pays d'Amérique latine sous le mode du pronunciamiento. C'est pas simplement, ou j'avais même peut-être d'une certaine manière, la bourgeoisie macronienne est très versaillaise. C'est une de ses caractéristiques. Ce côté, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à tirer sur les gilets jaunes. Bon, ça fait pas des morts, mais ça fait des yeux arrachés. Alors que comme on sait, ces armes sont destinées à enfin, c'était interdit de tirer dans la tête. On voit bien avec le nombre de borniers que ça s'appelle tirer sur le peuple, hein. Bon, ça s'appelle l'esprit versaillais, hein. Ça existait avant le fascisme. C'est contre la canaille, contre la racaille, voilà. Bon, c'est une politique bourgeoise. Le fascisme, il y a quelque chose de... On passe à un nouveau stade, faut comprendre quel est ce stade. Il y a une idéologie fasciste, donc très irrationnelle, et il y a un embrigadement des masses. Ça, c'est comme une des caractéristiques, mais qui est fait en fait pour lutter contre le mouvement ouvrier, qui a un caractère massif, qui n'étifie pas la masse, mais simplement, forcément, comme c'est la majorité des gens, apparaît comme l'ère des masses, enfin, y compris pour les penseurs irrationalistes. Et il y a une démagogie particulière au fascisme. D'ailleurs, beaucoup de gens chez les libéraux, vont vous reprocher au communisme ce point commun, qui est purement formel en fait avec le fascisme, c'est de s'adresser aux masses. Et des fois avec un art de masse, comme le cinéma, mais précisément c'est lié au fait que justement le fascisme singe pour le compte de la bourgeoisie cet aspect, le fait qu'on s'adresse à la foule. C'est un moment particulier. C'est un moment particulier. Euh, Effectivement, d'ailleurs, d'une certaine manière, s'adresser à la foule a toujours ses limites, même dans le communisme. A priori, quand on s'adresse aux foules, c'est aussi pour je sais pas, leur faire lire le Capital, pour leur donner des formations, on s'adresse aussi, et de toute façon, n'importe quelle formation, n'importe quel parcours militant, intellectuel, passe forcément par différents cerveaux humains, qui doivent même faire chacun son propre travail. C'est une éducation collective. Je rappelle que le mot d'ordre de Lénine, c'est étudier, 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 hein, alors que le mot d'ordre du fascisme, c'est croire, obéir, combattre. Donc voilà, donc effectivement, donc, le fait de s'adresser aux foules, c'est tout à fait une nécessité quand on veut faire de la politique. Et puis surtout s'adresser à la majorité, ça c'est purement démocratique. Et il y a le fait d'essayer de berner la foule en la manipulant, et ça c'est quand même très propre aux fascistes. Alors, donc on devrait parler. Il y a d'autres pensées, par exemple qu'Heidegger enfin non, excusez-moi, que Lukács ne traite pas. Bon, il va jusqu'à Heidegger, il en parle un peu très rapidement. Carl Schmitt à peine, pourtant c'est revenu très, très à la mode. Il y a, en ce moment, je vois bien dans les courants fascisants, se sont beaucoup inspirés de penseurs dits de la tradition, Guénon et Wohler. Ça prend des points communs avec Schopenhauer, parce qu'on a un côté... Avec Schopenhauer, vous avez par exemple des choses tout à fait surprenantes, un intérêt par exemple pour les cultures de l'Inde, pour les cultures chinoises. Il y a presque certains aspects qu'on pourrait presque qualifier d'anti-impérialisme, ce qui est étonnant par rapport au siècle qui va être celui du colonialisme. Ça a l'air sympathique en soi, et en fait c'est pour revenir à la tradition primordiale, c'est vraiment ce qu'il y a de plus... c'est l'esprit surréactionnaire. Par exemple, chez Vola, vous avez une critique de droite du fascisme, hein, voilà. Enfin, c'est revenir en fait à ce qui, au-delà des religions, a d'universel dans ses traditions, dans son traditionnalisme, hein. Par exemple, l'essence même du patriarcat.
Euh, voilà, sont des choses comme ça. Donc après avoir étudié Nietzsche, j'avais fait aussi toujours un petit livre d'occasion qui s'appelait Les jolis grands hommes de gauche, euh, un peu pour en finir avec ma tendance juvénile au pamphlet. C'est une manière Et puis après, bon, ça fait un petit peu le narcisse des petites différences entre, disons, nous, marxistes ou marxistes-léninistes, et puis d'autres pensées de gauche. En même temps, ça peut être aussi une manière de clarifier un petit peu les choses, puisque les choses ne sont pas si claires. Et après, je m'étais promis de m'attaquer à la pensée de droite, et puis ça a échoué, ça n'a absolument pas abouti. Ne serait-ce que parce que, par exemple, sur la question de Heidegger, je m'étais renseigné. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur Heidegger après des bouquins vraiment définitifs, à mon avis, hein. Je vais faire pour une fois l'éloge de Bourdieu, hein, l'anthologie politique de Martin Heidegger, c'est vraiment excellent. L'Osordo, hein, Heidegger et l'idéologie de la guerre. Chez Adorno, vous avez le jargon de l'authenticité. Ce travail, disons que un petit peu aussi de voir à quel point justement Heidegger était édulcoré, récupéré à gauche par une certaine pensée de la French Theory 68. Tout ça, ça a déjà, d'une certaine manière, ça a été traité. Et puis bon, l'heideggerisme de gauche, c'est vraiment, vraiment anecdotique, et encore plus aujourd'hui. Je voulais m'intéresser aussi à la nouvelle droite. Je me souviens, j'avais même pris beaucoup de notes. Alors au départ, on dit, c'est un peu les intellos de ce courant. L'intérêt, c'est qu'ils pondent beaucoup de choses, hein. C'est un peu rare, justement, c'est pas une tradition. La tradition fascisante et pas d'extrême droite est pas très favorable à l'intellectualisme, hein. Même au contraire, elle est même farouchement hostile. Donc on se dit, bah, au moins il y aura un sujet d'étude. Et en fait, c'est très décevant d'une certaine manière, parce que ou c'est des choses, c'est des notes biographiques, c'est très informatif, ou alors il s'agit toujours de masquer quelque chose, et en fait de masquer au fond quelque chose de très très traditionnel, puisqu'il s'agit de revenir à la tradition, aussi la tradition primordiale. Enfin, donc finalement on se rend compte qu'on a beaucoup perdu son temps, donc voilà, mais simplement, effectivement, ça a beaucoup marqué les esprits, mais justement tout ça, c'est pour vous dire que ça concernait encore une époque d'il y a encore 15-20 ans, et qui concernait, disons, des stratégies qu'avait en fait une famille politique complètement euh, les vaincus de l'histoire, hein, les vaincus de 45, les vaincus de la guerre d'Algérie, et je ne sais quoi d'autre, d'essayer de revenir politiquement, de faire passer leurs idées. Aujourd'hui, ce qui me frappe, justement par rapport à ce contexte que j'ai pu connaître il y a 20 ans, puisque j'en ai 45 aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ils n'ont plus du tout besoin de se cacher. C'est... Par exemple, moi j'avais été surpris, je sais plus si c'est 2011 ou 2014, mais il y avait, paraît-il, une manifestation dans Paris, j'avais vu des photos, il y avait une banderole mort aux juifs. J'avoue que moi, par rapport au pays dans lequel je suis né, j'aurais jamais imaginé que ce fût possible. Euh, Ne serait-ce que ça repasse par la tête des gens de prôner ce genre de slogan en tel quel, comme on voyait au temps de l'Action française, de l'affaire Dreyfus. Euh, alors c'est sûr que toutes les discussions, effectivement, pour savoir ce que Nietzsche voulait dire quand il disait socratisme, parce que, en fait, un des lieux communs, je vais vite me terminer sur Nietzsche, mais c'était de dire que la sœur avait accentué ses aspects antisémites, alors que c'est le contraire, l'avait même édulcoré, parce que là où Nietzsche dit clairement, parle des juifs, la sœur parle du socratisme, de lutte contre le socratisme, parce que comme vous savez, Nietzsche s'en prenait à Socrate, qui était un penseur pour lui plébéien, donc il s'en prend autant au christianisme, donc au judaïsme qui pour lui est à l'origine du christianisme, et à Socrate qui est jugé effectivement trop ratiocineur, trop dialectique, contre les eupatrides grecs, contre l'aristocratie grecque, en fait, un subversif qui en plus était moche, hein, parce que ça faisait partie de... Donc par rapport à cet idéal de beauté, le kalos kagatos grec, hein. Donc, mais quand c'était un nom de code entre Nietzsche et dans son cercle wagnérien de fustiger le socratisme, et le socratisme, tout le monde comprenait les juifs à l'époque. C'est-à-dire qu'il prenait, même il prenait encore des pincettes. Il a commencé des époques où il ne les a vraiment pas prises. Et aujourd'hui, malheureusement, ça revient sur des formes, en plus, en fait, d'une certaine manière tolérées, parce que je vois à quel point, à quelle vitesse on a pu fermer. Je suis contre toute forme de censure en soi, hein, mais ce que je vois, c'est la vitesse avec laquelle on a pu fermer RT. RT qui est une chaîne russe, hein, un média russe, effectivement marqué par ce soutien à la Russie. Moi, j'y ai participé un petit peu. J'ai vu à quel point j'étais minoritaire comme homme de gauche, hein. C'est sûr qu'il y a des gens très à droite. Par contre, j'ai jamais vu de gens antisémites, hein, stricto sensu. On voyait bien que ça devait être une de leurs limites intrinsèques, hein. Y compris parce que la Russie est marquée par cette lutte contre l'antisémitisme. Enfin,
Pas sous le tsarisme, hein, ça c'était le pays des pogroms, mais je veux dire, depuis l'URSS, ça a joué sur les consciences, hein. Donc, mais je vois à quel point, justement, au contraire, d'une certaine manière, tout ce qui évoque la Russie peut faire l'objet d'une censure absolument farouche, hein, on revient un peu à l'actualité, alors que d'une certaine manière, cet antisémitisme-là, malgré certains procès, d'une certaine manière, on ne met pas le même acharnement, hein. Mais voilà. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus explicite. Il faut quand même partir du un fait qui a été même analysé statistiquement par Emmanuel Todd, par exemple, qui est de dire, dans le pays de 1789, 75% des Français sont à droite. C'est quelque chose qu'on vit actuellement. Euh, on a presque le luxe de se. Avant, on avait le luxe de se taper trois partis trotskistes aux élections, je crois que c'est celle de 2002. Là, il n'y en a plus que deux. Vraiment, ils n'ont quasiment plus d'écho. Et aujourd'hui, si on peut se payer le luxe d'avoir deux gros partis d'extrême droite. Enfin, c'est vraiment. Et comme je vous dis, bon, bah, si je devais qualifier la bourgeoisie macronienne, je la qualifierais de versaillaise. C'est quand même, pour moi, c'était l'extrême droite du 19e siècle, hein. Donc, alors, pour, pour- donc, c'est moins intéressant d'étudier ces stratégies de masquage, mais voilà pourquoi. Mais en même temps, ce que je retiens, c'est ce caractère totalement ductile, totalement serpentin de l'idéologie fasciste, et ça va jouer sur peut-être la manière d'y répondre. Donc, je vais essayer de structurer mon exposé en deux temps. Une première qui est l'idée de fascisation, contre l'idée qu'on ne serait pas dans la fascisation, qu'on n'y est pas encore, donc il ne faut pas parler de fascisme, etc. Ça, c'est une première chose. Je pense que là, de ce point de vue-là, je suis totalement, comment dire, par rapport à mes camarades, c'est quelque chose qu'on a mis sur lequel on a beaucoup insisté. On a essayé de convaincre un certain nombre de camarades d'autres groupes communistes là-dessus, et bien des hésitations. Je me rends compte qu'ils y viennent, et je trouve ça euh, tout à fait sain et tout à fait utile. Après, donc l'autre partie, là c'est purement personnel, parce que je veux dire, ça fait vraiment partie du débat. Euh, ce serait la façon de le combattre, et quelles seront les manières de combattre le fascisme. Et de même que, bon, mon idée, c'est que de même que la fascisation, c'est un processus gradué, de même, je pense que la réponse doit être elle-même proportionnée et adaptée en fait à chaque cadre. Pour ça, il faut vraiment comprendre ce à quoi on a affaire. On a parlé, oui, effectivement, le réel fascisme en Ukraine. Ah, c'était intéressant d'ailleurs parce que Manon disait qu'on allait vers la fascisation. Et en Ukraine, alors comme si c'était pas, alors qu'on est déjà dans les milices nazies, mais elle a raison quelque part, c'est que là maintenant Zelensky est allé jusqu'à interdire 11 partis politiques et quatre chaînes de télé. Donc oui, effectivement, là ça devient vraiment l'idéologie d'État. Même si ce qu'il faut. Je ne veux pas dire par là non plus que les milices néo-nazis avaient un caractère anecdotique, hein, elles ont fini par être intégrées à l'État. Et pendant 8 ans, il y a eu une complaisance, enfin plus qu'une complaisance, c'est finalement une utilisation de ces milices nazies, faite pour pousser une partie de la population contre l'autre, hein, puisque vous aviez un discours racisant au plus haut sommet de l'État, hein, puisque Yatsenyuk et Poroshenko c'était les, les chefs du gouvernement ukrainien, avaient eux-mêmes eu des discours qui étaient de, en traitant les gens du Donbass comme des sous-hommes. C'est typique d'une idéologie fasciste. Vous commencez la comparaison de tel groupe humain à des animaux, et en pensant que tel groupe humain est supérieur à tel autre. C'est typique effectivement là de l'idéologie nazie. J'aime pas fasciste parce que c'était absent. C'est absent d'idéologie fasciste mussolinienne, hein. Comme on sait, il a même une maîtresse juive, etc. Bon, les gens qui aiment beaucoup essayer de sauver Mussolini parlent de ça à l'envie. Mais ce qui s'est passé en fait, c'est qu'avec la guerre d'Éthiopie, si on croit toujours que Mussolini a adopté en fait les idées racistes de Hitler par pur suivisme, les lois de 38. Bon, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'avec la guerre d'Éthiopie et donc le néocolonialisme, enfin échevelé de l'Italie, vous avez toutefois ce phénomène où effectivement bah, l'adversaire est traité en sous-homme, et ce racisme s'instaure dans la population. Euh, Effectivement, vous avez peut-être à partir de l'Italie de la fin du 19e, n'était pas la France. La France joue un très fort rôle, effectivement, dans le pays de Gobineau, comment il s'appelle, de Barès, etc., jouait un fort rôle effectivement dans cette idéologie racialiste, pas moins que l'Allemagne, hein, ou l'Angleterre avec Chamberlain.
Donc, mais effectivement, en Italie, c'est arrivé plus tard. Bon, en tout cas, voilà, en Ukraine, ça, on y est carrément, on est à cette forme-là, hein, on était au plus haut sommet de l'État. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on voit bien que ça gangrène l'État. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec le terme de voie de fascisation pour ce pays. Et il faut quand même reconnaître que la France était responsable du processus du protocole de Minsk, hein, signé en 2015, comme l'Allemagne. Et donc, quand Emmanuel Macron allait voir Zelensky ou ses prédécesseurs à Kiev, il aurait dû être question depuis longtemps de respecter les populations de Donbass, de faire quelque chose. Le pire, c'est que Zelensky a été élu pour justement par une bonne partie de la population pour mettre fin à tout ça. Ce qu'on sait maintenant, c'est que lui, ce qu'il voulait, au contraire, c'était en avril 2021, c'était reconquérir la Crimée. Donc euh, maintenant, les documents ont été publiés là-dessus. On voit qu'il n'était pas du tout là-dedans. Il continuait en fait cette même politique. Bon, ces gens-là ne sont pas par hasard. C'est pas un goût qui fait qu'ils sont fascisants. Ce sont des milices de gens extrémistes qu'on va chercher dans des milieux interlopes, hein. Je sais pas, par exemple, des supporters de foot. J'ai rien contre de braves supporters de foot, hein. Je suis moi-même pas un spécialiste de la question, mais c'est pas, je dis pas qu'on est une nazi quand on est supporter de foot, mais on va les prendre dans ce type de milieu. Effectivement, on va insuffler chez eux des idées extrémistes, violents, on fait ou je sais pas, moi, je sais pas, des milieux de combat, enfin de sport de combat, des choses comme ça. Bon, et effectivement, vous pouvez très bien faire un sport de combat sans être nazi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais donc après, les gens se trouvent entraînés là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est compliqué, ce qui aussi explique le caractère complexe de la lutte contre le fascisme, c'est que d'une certaine manière, vous avez des gens qui sont littéralement abreuvés d'une certaine propagande. C'est que vous avez des avenues Bandera ou Shushkevich, des statues à ces gens-là qui sont des criminels de guerre, hein, qui ont tué à la fois non plus des juifs mais aussi des Polonais, hein, sur des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que d'une certaine manière, la plupart à la population, on ne dit pas ce qu'ils ont fait. On en fait des héros du nationalisme ukrainien. Ou alors les gens ne cherchent pas d'une certaine manière, ils cherchent pas trop à comprendre. C'est ça, vous avez cette ambiguïté-là qui restera, ça sera toujours le cas. Euh, alors d'une certaine manière, je vois même que les médias occidentaux, qui sont extrêmement complaisants avec le pouvoir ukrainien, comme on sait, vous présentent les choses en disant actuellement les Russes, quand il y a un couloir militaire, enfin dès qu'ils voient des jeunes sortir, ils regardent s'ils ont des tatouages, et regardez ce pauvre soldat dont la mère était pleurée. Et ben, il avait le trizoub. Le trizoub, ça veut dire trois dents, hein, c'est tatoué sur sa peau. Et comme on sait, c'est le symbole de l'État ukrainien. C'est pas un symbole nazi, hein, mais vous avez Zelensky qui arbore ça, c'est sur le drapeau ukrainien. Et ils vont dire, bon, bah c'est. Donc ils ont réussi, heureusement, à transformer ce trizoub en croix chrétienne. Bon, tout le monde a compris, hein, parce que je sais pas si vous voulez le symbole du trizoub, c'est très difficile de transformer ça en croix, alors qu'une swastika, la transformer en croix chrétienne, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus évident. C'était bien sûr une croix gammée, mais ils n'osent pas le dire. Enfin, les médias occidentaux ne peuvent pas le dire. Évidemment, personne n'est pour. Enfin, je sais pas, il faudrait des traitements différenciés, effectivement. Imaginez qu'il y a des jeunes qui ont été complètement embrigadés là-dedans, sans savoir exactement ce qui en ressortait. On a une vision complètement tronquée. Le négationnisme a fait des ravages. Alors, d'une certaine manière, qu'il faille punir les exactions fascistes, ce qu'on appelle la dénazification, ça me semble s'imposer comme une évidence. Après, il y aura certainement, ces gens doivent être jugés, mais pas au cas par cas. Donc avec un verdict qui soit proportionné à la gravité des faits. Alors d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, parce je sais bien à quel point on a des visions caricaturales de l'URSS et de la période stalinienne, même s'il ne s'agit pas d'absoudre tout ce qu'aurait fait Staline a priori, hein, ça n'a jamais été mon intention. Mais là, j'ai publié récemment un livre de Zemskov, enfin on a publié aux éditions Delga, un livre de Viktor Zemskov, qui s'appelle Staline et le peuple, et qui a été le premier historien soviétique à aller dans les archives, hein. Donc c'est quelqu'un qui a un fort appareil statistique. Et bon, je me suis rendu compte que même pour l'armée de Vlasov, les gens qui avaient collaboré, vraiment ce qu'il y avait de pire, hein, des gens de l'armée rouge qui étaient passés du côté ennemi, hein, du côté fasciste, même j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais
Effectivement, les gens avaient fait quelques années de prison, dures, mais après, bon, bah, avaient été réintégrés à la société. Alors pendant longtemps, vous aviez par exemple, après la prison, vous n'aviez pas le droit d'habiter dans des villes importantes comme Leningrad, Moscou ou Kiev, par exemple. Et puis après, bah, quelques années après, l'ordre avait été levé. Mais d'une certaine manière, faut pas imaginer que la dénazification qui a eu lieu par exemple en Union soviétique s'est faite d'une manière sur le mode de la vengeance indiscriminée. Et je dis que c'est important parce que pour vaincre le fascisme, il faut vraiment l'éradiquer. Pour l'éradiquer, il ne faut pas faire des martyrs non plus. Donc, voilà. Donc je ne sais pas exactement du tout comment la Russie de Poutine, qui n'est pas la Russie communiste, hein, j'en ai bien conscience, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, je pense que n'importe qui, même les pires crapules, ont droit à un procès. Euh, voilà, je trouve c'est... Et justement, j'étais habitué à... J'entendais beaucoup des gauchistes dire à propos de Togliatti, qui est quand même, comme vous savez, le secrétaire général du Parti communiste italien. Togliatti avait une formule après la guerre en 43 ou 44, enfin en tout cas au moment où la résistance prend le pouvoir en Italie et détruit le fascisme. Il avait dit qu'il tendait la main aux... Je ne me rappelle plus quelle était la formule, mais c'est à peu près ça. Il tendait à la main aux jeunes fascistes pour qu'ils puissent rejoindre en gros les rangs du Parti communiste et accomplir leurs idéaux. Alors évidemment que les gauchistes ont passé leur temps à accabler Togliatti d'injures pour cette phrase. Ils voulaient dire pas les idéaux fascistes, ils voulaient dire leur idéaux de jeunesse, leur croyance de jeunesse, leur espoir de jeunesse, c'est ça je pense qu'ils voulaient dire. Et quand justement on a repris le pouvoir, pour éradiquer une idéologie, il ne s'agit pas de complètement, comment dire, bah, des fois il faut aussi pouvoir utiliser la clémence. Voilà, bon, en tout cas déjà, on en est peut-être pas là, mais parce que malheureusement, d'une certaine manière, la guerre s'éternise. Et tout ce qu'on peut souhaiter, évidemment, c'est la fin de la guerre, et puis le fait que chacun rentre chez soi, mais une Ukraine démilitarisée et dénazifiée, ça c'est sûr que c'est quelque chose évidemment souhaitable. Et alors, donc les responsabilités de la France, j'en ai parlé. Je trouvais que c'était important, d'ailleurs au moment de l'élection présidentielle, de poser un peu la question On nous fait le chantage à l'antifascisme, comme si on avait des leçons à recevoir du camp communiste. On nous disait qu'il ne faut pas voter pour Marine Le Pen parce que c'est le fascisme. Mais je veux dire, si on voit aux responsabilités écrasantes de Macron en Ukraine, là c'est même pas le fascisme, c'est le nazisme qui était en Ukraine. Donc évidemment, c'est pas dans le même pays, mais je pense qu'il y a quelque chose. Je mélange pas tout, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose d'un peu heuristique à évoquer cette contradiction-là. Mais effectivement, je pense vraiment qu'il y a une différence entre le stade versaillais et le stade fascisant comme tel, même si Marine Le Pen, dans sa propagande en tout cas, se présente toujours avec des chats, etc., met beaucoup d'eau dans son vin, même si l'histoire du voile, qu'il fallait dévoiler certaines femmes mais pas d'autres, enfin on allait vraiment vers la guerre civile, ça je pense que vraiment c'était... là dans le programme même on voyait bien le danger évident. Euh, Après, je crois quand même qu'on est en période post-électorale au moment où je parle. Euh, c'est sûr que quelque part Macron affaibli, discrédité, c'est mieux qu'une Le Pen en état de grâce, si c'est possible, après son élection. Moi, je pense qu'il faut jouer sur les contradictions L'enfer est divisé contre lui-même, il faut jouer sur les contradictions du capitalisme, et je mets pas, je pense qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Il existe bien un stade plus avancé dans cette droite extrême, ça va être beaucoup plus difficile. Enfin, si ça avait été Marine Le Pen, ça aurait été beaucoup plus difficile après comment dire, d'évoluer en tant que communiste, de faire le travail naturel d'un parti communiste, enfin d'un groupe communiste. Voilà, enfin en tout cas, mais voter pour Macron pour faire barrage au fascisme, enfin ça c'est quand même une bonne blague. Euh, Qu'est-ce que je notais dans les choses importantes? Oui, vous avez l'âge où on relit, je dis, où on lit beaucoup les classiques du marxisme-léninisme. Peut-être ce serait intéressant, si vous les avez en tête, de comparer quelle était la vision qu'avaient les Gramsci, les Togliatti, enfin les gens qui ont vu le fascisme arriver. Donc effectivement, si on ne les a pas forcément en tête, retenir quand même la définition de Dimitrov qui est dictature terroriste de la bourgeoisie est importante. Ce qui est important, c'est pas simplement des mots en l'air, c'est l'exact envers de la dictature du prolétariat de Marx.
Donc ça s'inscrit dans une pensée marxiste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dictature du prolétariat telle qu'elle a pensé Marx, on sait que dans une lettre à Weydemeyer, Marx avait dit que toute sa pensée aboutissait à la dictature du prolétariat. Les contradictions du capitalisme aboutissent en fait à la dictature du prolétariat. Donc quand au 22e congrès, le Parti communiste français a voulu se débarrasser du concept, il s'est tiré d'une certaine manière une balle dans le pied. Et effectivement, dictature, chez Marx, ça a bien sûr un sens plus antique, hein, plus romain. Le dictateur à Rome, c'est celui qui prenait le pouvoir pour un an et qui le rendait après, comme Quintilius retournait à sa charrue, hein, comme on sait. Il y a un aspect provisoire, c'est pas. Mais surtout, ça se plaçait aussi par rapport à la dictature du prolétariat, ça se place par rapport à la dictature de la bourgeoisie. Donc voilà, dictature terroriste de la bourgeoisie, voilà, on voit bien qu'il y a un stade qui commence à être franchi, mais qui s'inscrit en fait dans les contradictions même du capitalisme, hein. Le capitalisme, pour les marxistes, n'est pas un système à l'équilibre, il n'y a pas de la loi de l'offre et de la demande, comme disait Jean-Baptiste Say. Au contraire, c'est un système qui produit l'instabilité, les guerres impérialistes, la nécessité d'augmenter l'exploitation pour faire remonter le profit quand il tend tendanciellement à baisser. Évidemment, la concentration du capital fait partie aussi de cette dynamique même du capitalisme. Et les grandes guerres mondiales sont une manière de faire repartir la machine de zéro pour remonter le taux de profit. Tout ça, donc c'est difficile au fait. Il faut absolument lutter, je pense que quand on est marxiste, il faut surtout lutter contre la tendance à absolutiser le fascisme en dehors de son terreau capitalistique. C'est en faisant quelque chose de purement moral, de pas sympa simplement. C'est plus compliqué que ça, et ça a des causes économiques bien profondes, et il faut pouvoir justement le rapprocher, même d'une certaine manière. Voter en gros pour un représentant de la banque de la finance, hein, qui est Emmanuel Macron, pour faire barrage au fascisme, c'est une grande blague, hein, quand on sait à quel point justement la haute finance, la haute bourgeoisie a financé le fascisme. Alors, on peut renvoyer au livre de Jacques Powell, hein, là-dessus, Big Business avec Hitler. Je sais que Gilda Landini-Guibert, que vous suivez certainement dans ses excellents cafés marxistes, a fait une conférence magnifique sur le sujet. Je sais qu'elle prépare un livre dessus. Et puis d'ailleurs, bah, on en parlait au téléphone, elle me disait effectivement, quand tu vois le rôle de Bolloré dans le phénomène Zemmour, dans la montée du phénomène Zemmour, c'est une évidence, hein. Mais je me souviens même, Philippe de Villiers, son acolyte, lui parlait de Jimmy Goldsmith. Et pour l'Ukraine, on pourrait parler de Kolomoïski ou d'autres oligarques. Vous avez toujours un grand financier qui arme ces gens-là, à quelques degrés qu'ils soient, hein. Je ne les confonds pas, c'est pas la même idéologie évidemment, mais soit c'est un intellectuel, soit c'est tel supporter de foot qu'on transforme en brut, bon, etc. Voilà, ça fait partie de. Ça, c'est quand même une tendance aussi très lourde, hein, du fascisme, qui n'a absolument pas disparu, bien au contraire, c'est une tendance lourde. Comme je vous dis, l'irrationalisme, hein, est vraiment est une caractéristique. Alors aujourd'hui, justement, cette montée du fascisme, cette fascisation, elle est liée à l'irrationalisme. L'irrationalisme, on le voit à la décadence du débat démocratique, du débat contradictoire, du débat argumenté. C'est-à-dire que des gens qui débattent, c'est de plus en plus rare. Et même souvent, quand je vois des débats, c'est tellement inaudible, c'est la sophistique, c'est à celui qui criera le plus fort, ou qui fera des effets de manche. Je parle même dans les plus centristes, hein. Tout ça, on a laissé faire cela, et je pense que dans les réponses à avoir, je pense rétablir en fait le libre débat et le libre argumentation scientifique me semble absolument nécessaire. D'ailleurs, bon, en même temps, bon, le bémol, c'est moi, j'observe si je fais, disons, une sorte de sondage dans la jeunesse, il y a aussi une décadence de l'enseignement tel qu'il a pu être donné en France, c'est-à-dire une déstructuration de l'école qui sert en fait les intérêts de la bourgeoisie, parce que la bourgeoisie veut des exécutants, elle veut pas l'esprit critique, elle en a rien à faire. Et en même temps, bon, bah, moi, ce que je vois, c'est que tous ces jeunes qui apprennent par eux-mêmes, surtout dans des formations comme au PRCF, je veux dire que je veux pas faire de flagornerie, hein. C'est vraiment pas mon intention, mais en tout cas dire que moi ça me réjouit de voir toute cette soif d'apprendre, et puis cette capacité à s'auto-former, même y compris quand on vient pas de milieu privilégié, même j'allais dire a fortiori.
Et tout ça, ça me réjouit le cœur parce que je me rends compte effectivement, malgré justement cette déstructuration qui fait que des fois, moi, quand je rencontre des jeunes au hasard dans la rue, j'ai l'impression qu'il faut tout leur apprendre en fait, hein, au contraire, au PRCF, je vois des gens, des véritables tronches, hein, et voilà, ça me rassure. Bon, ça prouve aussi que, d'une certaine manière, les communistes doivent jouer un rôle d'avant-garde, hein, d'organisation d'avant-garde, et ils vont le jouer de plus en plus, hein. Bon, autre phénomène typique dans la fascisation, c'est la réduction au biologisme. La réduction, alors on le voit un peu moins, tout ce qui est de l'obsession pour la race, ils mettent un peu ça en sourdine. Alors ça revient jouer chez Jean-Marie Le Pen quand même des obsessions pour la démographie, pour la survie de la race blanche, ça marque encore. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mis en sourdine, parce que quand même la victoire de 45 a quand même beaucoup, ça a quand même été un jalon. On en reparlera, mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé les esprits. Je crois que c'était Alain Badiou qui donnait un exemple qui était pas mauvais, des fois il dit pas que des bêtises. Euh, il disait que dans son enfance, dans les années 30, vous voyez un dictionnaire Larousse, vous aviez des définitions sur les différences et les supériorités de telle ou telle race sur telle autre. C'était dans le dictionnaire Larousse, hein, c'était même pas dans Mein Kampf, hein. Enfin, c'était évidemment dans Mein Kampf, mais c'était aussi. Euh, Toutes ces idées de darwinisme social étaient très prégnantes. Alors, heureusement qu'il y a eu la victoire sur le fascisme, parce que ça a vraiment du mal à revenir. Bon, ça peut affleurer, hein. Puis justement, après, vous trouvez toujours des théoriciens pour justifier que les Russes sont inférieurs aux Ukrainiens, mais ça, vous en trouvez en Ukraine, parce qu'on a décidé que, hein. Et ça existe toujours. Bon, alors, comment dire, gros, disons, concept à étudier si on veut parler du fascisme, c'est savoir comment le combattre. La notion de totalitarisme, alors c'est une tenaille, hein, parce que la bourgeoisie libérale adore envoyer dos à dos communisme et nazisme, c'est devenu même les programmes scolaires ne vous parlent que de ça, sur le forme de totalitarisme. Très clairement, la théoricienne du totalitarisme, c'était Hannah Arendt, bien qu'elle se soit fortement adaptée aux exigences du macartisme. Elle-même, elle voyait un totalitarisme à trois acteurs, hein, notamment l'impérialisme. L'impérialisme donc des bourgeoisies, enfin des dites démocraties occidentales, en tout cas ce qu'elle faisait à l'extérieur, elle le classait évidemment dans le totalitarisme. Aujourd'hui d'ailleurs, d'une certaine manière, personne ne qualifie l'expansion de l'OTAN de totalitaire. Moi, je la trouve expressément totalitaire. Je veux dire, alors que il suffit pas, et bien sûr qu'il faut le faire, de parler de l'article du Spiegel qui montrait à quel point la Russie avait négocié la non-extension de l'OTAN. C'était quand même la moindre des choses, après le démantèlement du pacte de Varsovie. Mais là, on voit bien que même ceux qui, de toute façon, disent ah, bon, on n'avait rien signé, mais on leur pose pas la question, mais jusqu'où ça doit aller. C'est-à-dire que. Et ça, c'est pas totalitaire, ça. Bon. Donc voilà une simple idée. Je vais pas. Vous avez eu des cours sur le totalitarisme par le camarade Sarkis et je vous y renvoie. C'est très important. L'autre dernière idée que j'avais noté parce que justement quand les gens qui vous parlent, qui veulent remettre un peu en cause la notion de fascisation, vous jouent beaucoup là-dessus. L'idée que bon, on ne serait pas directement dans le fascisme parce qu'on n'aurait pas les SA avec le manganello, l'huile de ricin dans les rues, les gens qui viennent vous chercher chez vous, etc. Bon. Mais alors, même d'une certaine manière, ce qu'il faut savoir, c'est que même Adolf Hitler avançait masqué, enfin en partie. Quand on regarde par exemple la réédition de Mein Kampf, il avait fait interdire Mein Kampf, il trompait son monde en disant, parce qu'on savait très bien par exemple qu'il y avait dans Mein Kampf l'idée qu'il faudrait régler quand même son compte à la France. Donc évidemment, s'il republiait Mein Kampf, ça gênait ses plans de remilitarisation de la Rhénanie, puis de l'Anschluss, etc. Donc Hitler, en fait, jouait un peu le chaud et le froid jusqu'à l'horreur finale, hein, mais donc il ne faut pas s'imaginer que il y a eu des fascistes qui sont arrivés sans d'un seul coup, avec en jouant en abattant totalement leurs cartes d'un seul coup. Ça se passe jamais comme ça. Et forcément, ça ne se passera pas de la même manière. Voilà, mais si, alors, en Ukraine, là, on voit quand même un processus qui a été très accéléré. Donc, justement, parce qu'il y a un processus, voilà ma transition, comme il y a un processus de fascisation, qu'il faut bien l'expliquer, je pense qu'il faut une réponse qui elle-même analyse le degré où on en est et soit aussi graduelle, hein. Donc tout ce que je vais dire, c'est exploratoire, ça fait l'objet d'un débat, on peut en discuter. Donc on pourrait lire, pour reprendre un terme à la mode, j'intitulerai ma partie de quelle dénazification. Je vais essayer d'aller vite.
puisque ça fait déjà 1 heure que je parle, mais je vais aller beaucoup plus vite dans cette partie-là. Euh, Important, c'est de souligner que la lutte contre le fascisme, on l'a gagnée. On est dans une séquence historique qui n'est pas terminée, qui a commencé en 1945, par la victoire de l'Armée rouge sur le fascisme, et c'est important, et c'est plus important, j'allais dire, que 91, que la chute de l'Union soviétique, que 1989, la chute du mur de Berlin. Ces deux phénomènes que je viens de vous dire sont presque des épiphénomènes par rapport à cette grande séquence historique qu'on vit sur qui est la victoire sur le fascisme. Et Domenico Losurdo, je me rends compte que je le cite souvent, et puis finalement c'est bien sûr mérité, alors qu'il est mort depuis 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans. Mais je pense que c'est un penseur qui restera. Et il parlait justement de fin de l'ère colombienne. C'est-à-dire qu'en fait, il remet ça dans une séquence historique qui commence en 1492, la découverte, entre guillemets, des États-Unis par Christophe Colomb. Enfin, comme on sait, les États-Unis ont été découvertes par le premier Indien qui a franchi le détroit de Bering, hein, ou à la rigueur par Leif Erikson aussi, mais en tout cas, voilà. L'ère colombienne, c'est-à-dire la domination sans partage de l'Europe sur le monde. Et il inscrit, bien sûr, à raison, la victoire de l'Union soviétique dans la lutte des peuples coloniaux contre le colonialisme, puisque la lutte de l'URSS est une lutte contre mise en esclavage et politique de colonisation de la part des nazis, enfin des Russes par les nazis, enfin des peuples soviétiques par les nazis. Et d'ailleurs, il disait cette chose assez frappante, il disait s'il y a bien quelqu'un à qui Gandhi pensait de comparer à Hitler, c'est pas Staline, c'est évidemment Churchill. Pour lui, ce sont deux, au sens où et Churchill et Hitler étaient deux colonialistes acharnés. Bon, d'une certaine manière, on peut dire que Hitler était un partisan de la white supremacy, hein, on prend le terme anglo-saxon parce que ça a été forgé aux États-Unis, hein, dans les pays anglo-saxons, la suprématie blanche, pour le qualifier d'élève extrêmement doué, malheureusement, hélas, de la suprématie blanche, génocide compris, hein, puisque on sait, par exemple, les Anglais n'hésitaient pas, en Tasmanie, c'est un génocide totalement réussi, c'est-à-dire que toute la population a été éradiquée. Je précise que ni les Tsars, ni les Chinois, sous l'Empire chinois, ne éradiquaient les ethnies qu'ils rencontraient, hein. Donc c'est quand même une particularité de cette civilisation-là. L'eugénisme aussi a été transmis à Hitler. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu les bemols qu'on peut faire à Lukács sur les origines purement allemandes. Enfin, il n'a jamais dit que c'était purement allemand, mais en tout cas, aller chercher dans l'idéalisme allemand pas que dans l'islam allemand, dans la philosophie allemande certains traits du fascisme, c'est tout à fait justifié. Mais vous avez des phénomènes anglo-saxons qui sont évidents. Dans le fascisme français, certains points communs avec le bonapartisme sont aussi à creuser. Euh, voilà. Donc, en tout cas, voilà, 1945, c'est une nouvelle ère de décolonisation qui s'est mise en place, parce que justement, la décolonisation a suivi immédiatement la victoire de l'Armée rouge sur le fascisme. Ça a modifié le monde entier, et ça a créé l'ONU, ça a créé surtout. Alors, l'ONU a pu être euh, comment dire, détournée de ses fonctions, mais il y a la charte de l'ONU qui garantit, dans les faits, enfin dans les textes, la souveraineté des peuples, la non-ingérence dans leurs affaires, l'égalité de tous les peuples. Alors, vous avez c'est sûr que vous avez des phénomènes étranges comme les États-Unis qui imposent un blocus à Cuba le plus long de l'histoire du monde en votant soit eux-mêmes, soit avec le Brésil, soit avec Israël et peut-être un ou deux autres pays. Et vous avez 190 pays qui sont contre. Mais bon, vous avez au moins 180 pays qui sont contre. Au bout d'un moment, ça va finir quand même ça finir par se savoir. Et voilà, le droit international est quand même notre meilleur allié dans le fascisme au point de vue international, dans toutes ses conséquences, et puis tout ce qui est surtout cette inégalité entre les hommes, entre les nations. On a quand même la charte de l'ONU. Je me souviens très bien de ce juriste qui s'appelait, excusez-moi, mon s'échappe, Roland Veil, qui est mort à 95 ans, enfin d'un âge canonique, et qui avait été l'avocat des résistants. Il disait toujours la charte de l'ONU, la charte de l'ONU, la charte de l'ONU. C'est un levier, quoi. Vraiment, je pense que c'est. Et puis toujours penser, bon, bah, il y a eu 3 grandes révolutions, enfin, symboliquement, enfin, elles sont plusieurs, mais la Révolution française, c'est l'émergence du sujet, du citoyen. La Révolution russe, c'est l'émergence du prolétariat sur la scène mondiale, et la Révolution chinoise, cubaine, c'est l'émergence des peuples en lutte, hein, et ce sont des jalons pour l'éternité, hein, d'une certaine manière, hein. Et on voit bien que cette tendance à la fascisation, à la crise aussi, ne touche quand même qu'une partie du monde, hein, ce qui était la nôtre malheureusement. Mais
Effectivement, ça va être dur pour nos enfants, mais quand je pense aussi à la situation actuelle, je vois aussi les occasions pour toute cette libération des peuples. Et puis la dédollarisation, par exemple, qu'on est en train de vivre, c'est quand même un très très bon signal, en fait, la fin d'une monnaie mondiale, avec tout ce que ça implique, hein, parce que après, après la race unique, ein Volk, ein Reich, ein Führer, vous aviez un dollar, hein, pour tout le monde, qu'on imprimait, que les États-Unis se contentaient d'imprimer, et que les autres étaient obligés d'acheter, hein. Cette fin de Bretton Woods, c'est aussi quelque chose de tout à fait important. Bon, ce qui est important, donc, dans la dénazification, malheureusement, on n'en est pas là, c'est même aussi peut-être il faut comprendre à quel point l'Europe nous amène justement le fascisme, puisque justement tout est aligné, on est constamment aligné sur les standards de la Pologne et des pays baltes dans la répression anticommuniste. Donc notamment le Parlement européen s'était inspiré effectivement de politiques polonaises pour mettre sur le même plan nazisme et communisme, enfin, ce qui déjà Thomas Mann l'avait remarqué, hein, le grand écrivain allemand, hein, dès la Seconde Guerre mondiale. Il a dit que dès qu'on compare nazisme et communisme, c'est toujours au détriment du communisme, c'est pour faire monter le fascisme, hein. Il n'y a pas d'autre. Il avait très très bien analysé, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc d'une certaine manière, il faut vraiment sortir de l'Europe. C'est encore un argument de plus pour sortir de l'Europe, hein, c'est que vraiment on va être aligné sur les standards de l'Europe de l'Est, et on voit très bien où ça nous mène, hein. Euh, bon alors après, pour lutter contre le fascisme vraiment au cas par cas, je me souviens, moi j'ai eu la chance de vivre en Allemagne il y a 15, je sais plus, non, oui, peut-être même 20 ans, oui. J'ai vécu un an là-bas, et donc là, il y a beaucoup de groupes antifascistes, donc je voyais, c'est une problématique peut-être encore plus euh, forte que chez nous. Mais en même temps, la campagne avec qui je vivais à l'époque est plus libérale sur le plan, disons, des idées politiques, pas au plan économique, mais on avait beaucoup de conflits, hein, sur le sens de l'histoire, j'allais dire. Mais je me souviens, elle me disait, quand je vois des jeunes, et elle a fréquenté beaucoup, très antifascistes, hein, ce qu'on appelle ça des sections antifa, et en fait, elle voyait des slogans qui disaient le fascisme n'est pas une idée, c'est un crime. Et elle me disait, non, moi j'ai plutôt un courant de pensée où les idées sont des idées et les crimes sont des crimes. C'est vrai que je trouvais ça, à l'époque, je ne voyais pas la pertinence, et je pense je pense qu'on a intérêt aussi à bien différencier les idées et les crimes, hein. Donc répondre aux idées, par des idées meilleures, par des idées qui convainquent, hein, pas gagner par sophisme, hein, gagner parce que la force de persuasion, par la démonstration. Et effectivement, bah, quand les crimes sont des crimes, oui, effectivement, quand Hitler produit 10 000 tanks, bah, en produire 11 000, hein, ça c'est une évidence. Euh, donc ça c'est. Faut bien distinguer en fait, est-ce qu'on est dans un cadre militaire, est-ce qu'on est dans un cadre d'autodéfense, est-ce qu'on est dans un cadre de formulation d'une idée, de rétablissement de la vérité. Voilà, je crois qu'il faut quand même bien savoir où on est, quoi, et pas mélanger les plans, quoi. Même pendant la résistance, on disait, il y a des gens, lui c'est le militaire, lui c'est le politique. Il y avait une répartition implicite des rôles, même au plus bas échelon, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, il faut comprendre où on est. Donc dans les réponses au fascisme, et Dieu sait que ça devient un problème, il faut, me semble, attaquer le rouge-brunisme. Alors le problème c'est que la notion de rouge-brun semble complètement absurde. C'est vrai qu'a priori, le rouge et le brun, l'affrontement de ces deux couleurs, ça a dû faire 30 millions de morts. Enfin, très clairement, si vous avez la guerre la plus évidente, la plus acharnée, la plus jusqu'au boutiste possible. Donc c'est vrai que le rouge, c'est le contraire du brun. Le brun, c'est le contraire du rouge. Le brun était là pour éviter le rouge. Donc c'est absurde en soi, c'est une insulte en soi. Et en même temps, je comprends comment un certain rouge-brunisme a pu surgir dans les années 80-90. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'éradiquer. À la faveur, en fait, du fait qu'on a complètement baissé la garde sur l'histoire du mouvement communiste. Et qu'on a laissé dire n'importe quoi. Sous prétexte que, en gros, la stratégie des divers partis communistes depuis Khrouchtchev, c'était de créer un bouc émissaire qui était Staline, un bouc émissaire absolu, c'est-à-dire que, en fait, on recommençait l'histoire, on- et on disait que de toute façon, s'il y avait un problème, tout ça c'était le stalinisme, c'était pas le communisme, ça s'appelle le stalinisme.
Et donc là, vous aviez un Robert Hue qui répondait sur un plateau télé quand on lui tendait le livre noir, au lieu de voir toutes les incohérences de ce livre, tous les mensonges, il disait vous avez raison, mais ce n'est pas du communisme. Ça a été la stratégie qui a été adoptée partout et elle a été complètement délétère. Parce que on a mis des choses qui étaient complètement fausses. Et alors là, se sont engouffrés des gens qui, eux, ont carrément dit oui, bah, moi j'admire Staline, j'admire ce que Staline a fait, et lui il prenait pas de gants, on fait pas d'omelette sans casser deux. Enfin, c'est un discours horrible que j'ai pu entendre parfois, heureusement pas chez nous, hein. Mais on entendait chez des soi-disant staliniens, et par exemple, qui vont vous dire ah bah Staline, oui, oui, bon, il n'a pas hésité à déporter des peuples, les Tatars de Crimée, les Tchétchènes, etc. Et pourquoi pas, de toute façon c'est les hommes au-dessus des peuples, vous retrouvez ce discours nietzschéen. Ça, Ouais. ça a été épouvantable. Donc vous avez vraiment des gens qui pensent en ça de Staline, en fait c'est des fascistes, hein, clairement, mais c'est-à-dire incorporer en fait Staline dans leur idéologie fascisante. Bon, dans les faits, il ne s'agit pas de défendre Staline pour tout, n'importe quoi. Personnellement, j'ai publié un bouquin qui s'appelle Le vieux de Petakov, auquel je crois beaucoup. Je suis prêt à défendre Mordicus, qui montre que les procès de Moscou, au moins pour le deuxième procès, sont complètement étayés, c'est-à-dire que la direction stalinienne croyait vraiment à une menace. Par contre, effectivement, disent les purges sont un bain de sang inutile, c'est complètement anti-juridique, la façon dont ça a été créé, et je suis pas loin de partager ce point de vue. Donc, je sais pas si ça fait de moi un stalinien ou pas stalinien, je me pose pas la question, de toute façon, je raisonne pas comme ça, j'ai pas. Mais voilà, bon. Donc, j'ai un point de vue assez, en fait, contrairement à ce qu'on croit, en fait, très nuancé sur la question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur la notion de ce qu'on appelle déportation de peuple chez Staline, ce qui s'est passé, en fait, c'est donc les Tatars de Crimée, les Tchétchènes et d'autres peuples, en fait, ont été déplacés de force, ce qui est évidemment pas bien, pendant la guerre. Le taux de mortalité en était à quelques pourcents, parce qu'effectivement, déplacer des gens en pleine guerre, c'est compliqué. Ils avaient été déplacés parce qu'ils avaient collaboré, qu'on ne pouvait pas les laisser sur les arrières de l'armée rouge. Et en discutant récemment avec Bruno Drevski, qui est quand même un historien qui connaît bien le contexte de la région, de toute l'Europe de l'Est, il disait aussi que c'était totalement impensable de laisser, par exemple, des Tchétchènes et des Ingouches à côté, les uns ayant collaboré, les autres non, avec des armes qui circulaient partout, ça aurait été le bain de sang. Donc, donne encore une raison à cela. Bien sûr, en soi, c'est pas bien de déplacer un peuple loin de ses terres ancestrales, hein, ça, on sera bien d'accord. Mais l'idée de présenter Staline comme déportant les peuples avec un camp d'extermination au bout, comme on peut imaginer par exemple pour ce qui est arrivé avec les Juifs, bah ça c'est une abomination, c'est faux, et puis voilà comment le russe a pu prospérer. Donc il faut lutter contre ça. Et donc j'ai pas d'autres moyens que. Ou alors si vraiment Staline avait commis un crime comme par exemple Katyn, si c'était avéré que Staline avait commis un crime, c'est pas la peine. Un crime de guerre, c'est un crime de guerre, hein. Katyn, il n'y a pas d'autre. Bah, il faut le reconnaître comme tel. Le fait est que depuis les fouilles de Volodymyr Volensky en 2012-2013, je pense qu'il y a quand même de forts doutes sur le narratif employé. Je pense que la version de Joseph Goebbels quand même a pris du plomb dans l'aile, y compris par rapport aux documents que Gorbatchev et Helsinki avaient remis au gouvernement polonais. Mais quoi qu'il en soit, je pense que j'ai publié un livre de Grover Furth sur la question, j'ai bien étudié le sujet pour voir si j'étais fondé à au moins proposer cette thèse. Je pense elle est validée. On voit bien que ce sont des questions. En Russie, ça fait un débat parce que le débat est permis. En Pologne, le débat n'est même pas permis, à quel point on a un camarade polonais vivant en France qui subit des pressions simplement parce qu'il a lu au Grover Furth. Donc ça, quand je vous dis que vraiment là, comment dire, on voit bien que le standard est-européen commence à se mettre en place. Donc en fait, c'est un camarade qui va être poursuivi parce qu'il ne croit pas à la version de Joseph Goebbels, c'est-à-dire les soviétiques auraient commis le massacre de Katyn. Voilà, on en est là hein, maintenant. Donc bon, d'une certaine manière, donc donc ce que je veux dire, c'est que ou bien on n'a que deux solutions, c'est-à-dire que ou bien si c'est les soviétiques qui avaient fait Katyn, il faut reconnaître que c'est un crime de guerre. Et je vois pas en quoi ça a rapport avec le marxisme, je vois pas en quoi ça a rapport avec le communisme. Il faut absolument en reconnaître toute l'horreur. Simplement, après, il y a l'autre option qui est de dire c'est pas sûr que ce soit la direction soviétique qui l'ait fait, et ça, je pense qu'il y a quand même de forts raisons de le croire. Mais en tout cas,
En tout cas, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais dire dans la stratégie à adopter. Qui n'est pas qu'une stratégie, hein, qui correspond aussi à une attitude morale en fait. Bon, l'autre, ce sur quoi je voulais insister aussi, euh, dans la lutte contre le fascisme, moi je vois ça depuis 20-30 ans, ça a commencé dès les années 90. Il y a une tendance à vouloir amalgamer telle ou telle personne qui parlerait avec tel autre, qui débattrait avec tel autre. Je pense qu'il faut pouvoir les réfuter, les fascistes. Donc il faut pouvoir leur dire leurs faits. Il faut pouvoir, si c'est une violence opposée à un rapport de force, si c'est un débat, eh ben, il faut pouvoir débattre et puis il faut pouvoir les contredire. Donc il faut arrêter de dire vous avez parlé avec machin, donc vous êtes comme ceci, ça s'appelle la culpabilité par association. Et ça permet pas justement le débat contradictoire. Donc je sais que à gauche, il y a beaucoup de gens qui tentent à penser ça, qui, en fait, d'une certaine manière, nous empêchent de faire le travail politique, y compris le travail intellectuel. Et ça, il faut en finir avec ça. Je pense que ça participe d'une pulsion identitaire que je vois justement qui est très, pas fascisante, mais en tout cas qui est vraiment d'extrême droite. C'est-à-dire qui suis-je? Alors il faut absolument. Donc vous seriez un peu moins ce que vous êtes à partir du moment où vous discuteriez avec quelqu'un qui n'est pas comme vous. Bah non, c'est le contraire. Enfin, moi, je suis hegelien, je suis pas nietzschéen. Je pense pas qu'on devient ce qu'on est. On est au contraire ce à quoi on s'oppose, au sens hegelien du terme. Donc, on est dans la dialectique. On est capable justement de montrer qu'on n'est pas fasciste parce qu'on est capable de réfuter en fait, un argument d'un fasciste. Donc, de ce point de vue-là, je m'inscris en porte-à-faux par rapport à une espèce de puritanisme. Comme quoi, des gens de gauche ne pourraient même pas parler avec des gens de droite. Je suis contre cette histoire. Bon, comme je veux dire, je suis très sensibilisé à ces questions-là parce que je suis éditeur. Forcément, je sais ce que c'est que le débat intellectuel ou l'absence de débat intellectuel que j'observe autour de moi. Et je pense qu'il a des conséquences absolument désastreuses et dont nous pâtissons en premier. Et ça n'aide que l'irrationalisme, et cet irrationalisme-là aide le fascisme. Voilà. On a plein de trucs aussi, c'est devenu à la mode, paraît-il qu'il faut séparer l'homme de l'œuvre, des choses comme ça. Alors vous savez, on va vous dire, vous avez un artiste d'un côté, et puis l'autre c'est un affaifé fasciste. Alors par exemple, l'exemple canonique c'est de dire Céline, mais ça pourrait être aussi Wagner. Bon, tout ça c'est très naïf, ça participe encore de cette idéologie puritaine. Faut être clair, Céline, il y a des descriptions qui sont celles d'un grand écrivain de métier, vous n'y pouvez rien, mais vous avez des éléments complètement irrationnels dans sa prose, de son recours exclusif à l'émotion, aux trois petits points, cette volonté de jamais conclure, à l'intérieur même de son œuvre, donc c'est difficile de séparer. Mais en même temps, évidemment, on n'en parlerait pas s'il n'y avait pas cette importance descriptive. Moi, évidemment, je préfère Aragon, parce que la démarche d'Aragon, c'est j'écris pour apprendre. Ça, vous ne trouvez ça nulle part chez Nietzsche. Mais je prends un autre exemple. Wagner, on va vous dire, il y a le musicien d'un côté et puis le théoricien antisémite, enfin le penseur antisémite. Bon, mais son antisémitisme, vous le retrouvez même au cœur de sa musique. Quand vous voyez que Mime, celui le Nibelung qui éduque Siegfried, il l'éduque d'une manière très perverse pour récupérer l'anneau. En fait, c'est un fort de faux père, c'est-à-dire qu'il le nourrit, mais en fait, il veut se servir de lui et le tuer après. Et ben, évidemment, Wagner, quand il le fait chanter, les intonations rappellent la musique klezmer des Juifs d'Europe de l'Est. Il n'y pouvait rien, même dans sa musique, il est antisémite. Bon, on sait très bien que Wagner est incontournable dans l'histoire de la musique. Ne serait-ce que vous n'auriez pas Schoenberg sans Wagner. Donc, un peu de maturité. Parce qu'on demande toujours, les gens se croient obligés, par exemple sur Tour Musique, je pense que c'est un bon exemple, ils se croient toujours obligés de dire est-ce que j'aime ou j'aime pas, est-ce que j'aime Mozart, est-ce que j'aime pas Mozart, ça n'apporte strictement rien à la connaissance de Mozart, et si de toute façon tout le monde aime Mozart, il y a des raisons objectives à ça. Arrêtons de nier cette objectivité-là. Disons des choses un peu plus intelligentes sur des phénomènes que j'aime pas. Ah oui, peut-être, c'est l'idée qu'on peut s'intéresser à un artiste indépendamment de ses idées. À la fois c'est sain, mais en même temps, rentrer strictement là-dedans, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de toute façon, il faut se garder de tout puritanisme. C'est pas parce qu'à un moment vous avez lu tel ou tel penseur, etc. Il faut vous confronter, j'allais dire, à la pensée de l'autre, à la pensée de l'adversaire. Et c'est comme ça, justement, que vous pourrez mieux lutter contre ça. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule par rapport. Ça n'a rien à voir avec. C'est pas par rapport à notre courant de pensée, mais justement par rapport à cette idéologie dominante qui me semble absolument néfaste et qui explique en partie la fascisation de notre pays. Et l'autre, effectivement, là, c'est un point de vue ultra personnel, parce que je sais que ça serait totalement détourné si on en faisait un point de vue politique.
Parce que la mauvaise foi est telle que le parti de Léon Landini, de Pierre Pancher, de Henri Allègre, de Arsène Tchakarian a pu être traité par des gauchistes de rouge-brun. Enfin, c'est une aberration totale. Enfin, ces gens-là devraient être baffés. J'ai même vu qu'il y avait une fiche à la CGT écrite par un militant anarchiste qui traitait Agnès Lacroix-Ries de rouge-brune. Enfin, surtout quand on connaît non seulement son engagement, son œuvre, son parcours, ses origines familiales. Enfin, c'est juste odieux. Donc de toute façon, cette mauvaise foi est telle que si ma position, moi, d'éditeur, d'une certaine manière, pourrait se retourner contre le pôle. Donc je dis très clairement, c'est ma position personnelle, mais je pense qu'après 30 ans, bon, je formule bien que c'est une position personnelle, je pense que pour combattre les idées négationnistes en histoire, je pense que, j'ai réfléchi longuement, je pense que la loi Guesso n'est pas un bon outil. Voilà, je suis prêt à en discuter avec vous. Et de toute façon, je ne cherche pas à en faire un point de vue politique, mais je me rends compte que c'est contre-productif. Je pense que ça partit d'une bonne intention, parce qu'effectivement, c'est pas n'importe quelle idée. Les idées racialistes, les idées sont particulièrement odieuses. Peut-être que vous pouvez faire une loi particulière pour ces gens-là, mais ce dont je me rends compte, c'est qu'alors qu'en fait le phénomène Forisson avait été réglé en fait depuis, euh, ou d'une certaine manière, parce que c'était en partie délirant d'imaginer euh, si pour les conséquences extrêmes de ces théories, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de génocide, alors que évidemment une grande partie des gens n'étaient pas venus, c'est une évidence. Et c'est pour poser des questions sur des preuves archivistiques de l'arme du crime, c'est-à-dire les chambres à gaz. Ben, en plus, on les a trouvées. C'est un livre d'un ancien disciple de Forisson qui s'appelait Pressac et qui a été publié par les Klarsfeld et qui a démontré à Auschwitz le plan de formation, les commandes des SS, le plan des chambres à gaz. Tout ça a été prouvé. Ça a été prouvé dès 89. Et donc, c'est-à-dire que effectivement, c'était délirant de la part de Forisson de ne pas tenir compte je sais pas, des mémoires, de l'ampleur des témoignages, etc. Il demandait absolument une preuve, je sais pas, de commande enfin, de l'existence des chambres à gaz, mais en plus ça lui a été démontré à l'intérieur même de ses propres restrictions, de ses propres demandes. Donc d'une certaine manière, c'est complètement... le sujet était clos, définitivement clos. Alors, et en 1990, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de résoudre ce problème effectivement très, très, très mal posé, presque odieux dans la formulation, on a imposé une loi qui est celle de tout baser sur le jugement de Nuremberg, avec la loi Guesso. Donc depuis, on a fait croire qu'en fait on avait quelque chose à cacher, et donc et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait absolument résoudre par une loi, une absence de possibilité de répondre. Et donc aujourd'hui on arrive à cette catastrophe, où moi j'avais un ami qui s'appelait Emile Turner qui avait été déporté à Buchenwald. Et, bon, il est mort depuis, mais il me racontait qu'à la fin de sa vie, comme il allait dans les lycées, dans les collèges, il n'était pas sûr de ne pas tomber sur des gamins qui se trouvaient pas spontanément. C'était du côté plutôt des victimes, et ils se mettaient presque à la place des SS. On en était là, un degré quand même de déshumanisation complète en fait du débat, au prétexte que en fait il y avait une idée à la mode, c'est qu'on leur cachait quelque chose, et quelque chose qui était pas. Et c'est cette abomination-là qui fait que ben, je ne suis pas du tout persuadé que les jeunes se disent pas on me cache quelque chose. Enfin, et cette idée-là, en fait, a été gravissime, alors qu'en fait, on a tous les moyens de répondre. Et bon, j'ai pas de réponse, je vois même pas comment c'est possible de faire marche en arrière. Tout ce que je vois, c'est qu'en fait, on s'est servi même d'un communiste pour faire porter le. Je pense qu'après, on s'est servi pour jouer le mauvais rôle du censeur, alors que la censure était. Pendant des siècles, la censure s'est trouvée à droite. Mais, mais alors là, maintenant, on a profité du fait que ce seraient les communistes qui l'apporteraient pour cette question-là. Et alors, bon, d'une certaine manière, moi je ne rejoins pas les théories a priori qui consistent à promener une liberté d'expression en soi, sur les thèses par exemple de Chomsky ou consorts. C'est les thèses américaines. Aux États-Unis, on peut dire tout ce qu'on veut, etc. Je suis pas sûr que le débat soit plus serein, au contraire. Je pense qu'il y a quand même des lois, par exemple, à l'injure, à la diffamation. Mais ce dont je me rends compte pour ce qui est de la recherche historique, enfin, il faut pouvoir réfuter des gens sans qu'il y ait la menace de la loi, et puissent le reconnaître par eux-mêmes qui se trompent, sans qu'ils soient entravés dans le débat. Donc, parce qu'effectivement, on peut citer, pour la liberté d'expression, on pourrait citer Robespierre, on pourrait citer Marx, on pourrait citer Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg a dit une très belle chose. Elle dit la liberté d'expression, c'est d'abord celle de ceux qui ne pensent pas comme vous.
Évidemment, on ne pourrait pas citer Lénine, mais Lénine, lui, a eu affaire à une guerre civile à 14 nations liguées contre son pays. On n'en est plus là. Donc, mais justement, tant qu'on n'en est pas encore là, si on peut essayer déjà de réfuter ce qu'on peut réfuter avec des arguments rationnels, il faut le faire. Le reste, oui, c'est un jalon. La victoire sur le fascisme en 1945, c'est un jalon. Il faut être prêt à s'armer pour le refaire. La meilleure des choses qu'il faut, si j'en conclurai là, je vous l'ai déjà dit, je suis contre le fait d'abstraire le fascisme de son terreau capitalistique. Donc de même, une simple politique antifasciste déconnectée de tout, y compris d'une stratégie, et déconnectée surtout de la renaissance d'un parti communiste, me semble complètement absurde. Je pense que la meilleure des choses pour lutter contre la fascisation dans ce pays, c'est participer à la renaissance communiste. Voilà, je m'arrête là, j'espère ne pas avoir été trop long. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.